Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la première étape de la Vuelta. Comme d'habitude, présentation du parcours, météo, les favoris, la grosse cote du jour, le programme télé également. La seule différence, c'est la partie histoire et la partie cycliste du jour qui disparaissent. Et encore, on parlera quand même un petit peu des différentes, de la dernière arrivée. On essaiera de revenir un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai que beaucoup moins de parties histoire, pour des raisons, je vous l'ai expliqué lors de la vidéo de présentation de la course. Il y a eu un enchaînement de courses très important, donc c'est pas forcément facile d'enchaîner toutes les courses de l'année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok également avec le débrief à 17h45, non pas 17h45 plutôt ce soir, à 21h de cette course. Je pense qu'on fera un débrief rapide sur YouTube qui arrivera peut-être vers 21h30, 22h. On regardera l'athlétisme avec un décalage. Et puis voilà, on va revenir un petit peu sur cette première étape. Première étape, toujours particulier, parce que ça fait déjà depuis 3-4 jours qu'on est sur place, que beaucoup de coureurs ont hâte, parce que la Vuelta étant le dernier grand tour, quand c'était votre objectif principal de l'année, quand votre objectif principal de l'année il arrive en août, vous avez vraiment hâte que ça démarre, peut-être encore plus que d'autres grands tours. Il y en a d'autres qui ont hâte de se venger d'un Tour de France ou d'un Giro qui a été raté aussi. Vous avez des coureurs qui, eux, ont retrouvé la confiance après un Giro, un Tour qui a été réussi. Donc c'est toujours assez marrant du côté de la Vuelta de voir les différentes attitudes qu'ont certains coureurs. Première étape qui va être une mise en bouche. Faut pas croire qu'elle est si facile que ça, cette mise en bouche, avec un chrono par équipe qui n'est pas simple. Alors, pas au niveau du profil du parcours, parce que c'est tout plat. Par contre, c'est un parcours qui va être très technique, avec pas mal de virages, pas mal de courbes dans Barcelone, vu qu'on va traverser un peu les quartiers avec tous les monuments du côté de Barcelone. C'est pas du tout le quartier olympique des Jeux de 92. Donc pas tout plat, mais technique, il faudra faire attention au virage. Et sur un chrono par équipe, ça veut dire qu'il va falloir être très bien organisé. Il va falloir travailler cet exercice-là, parce que dans l'année, on n'en a pas fait tant que ça. Alors certains l'ont fait sur le Tour de Burgos, comme Roglic par exemple. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément un exercice qu'on pratique énormément. Il y en a peut-être 2-3 par an. Donc c'est très particulier. Surtout que sur le Tour de Burgos, il y avait un coureur de moins aussi. Donc ça change un petit peu la donne au niveau de l'organisation. Ça reste un parcours qui est très court. Donc ça veut dire que ça va rouler très 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 vite. Et comme il y a beaucoup de virages, ça veut dire que toutes les relances vont faire extrêmement mal. Il ne va pas falloir perdre la moitié de l'équipe à chacune des relances. Parce que sinon ça ne va pas le faire. L'avantage, c'est que comme c'est court, normalement on ne devrait pas se prendre déjà si tu finis à la minute, c'est déjà un très mauvais contre-la-montre. Mais on a quand même des équipes qui sont très douées dans ce domaine, notamment la Jumbo, donc il faudra faire attention, surtout au niveau des relances. Les relances vont faire mal sur cette étape. Et puis faire attention au niveau de l'horaire. 19h, au niveau repas, au niveau préparation, c'est atypique comme horaire de course. De courir à 19h, alors c'est pas la première fois qu'on l'a sur le Tour d'Espagne, mais il va falloir être préparé physiquement pour courir aussi tard. Parfois c'est un petit peu difficile à gérer et ça veut dire qu'on aura assez peu de temps de repos entre ce contre-la-montre et le départ le lendemain pour l'étape numéro 2. L'avantage c'est que l'étape numéro 2, elle partira d'une ville qui est pas très loin de Barcelone, il doit y avoir 20-30 km. Donc je pense qu'il n'y aura pas de changement d'hôtel normalement pour les équipes. Dénivelé positif 60 mètres, c'est la 21e étape dans ce classement. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette première étape du côté de cette Vuelta 2023. Donc un parcours autour de Barcelone, là vous voyez le profil
Quand je vous disais c'était tout plat, 60 mètres de dénivelé positif, bah c'est que dalle, hein. Vous voyez, on va vraiment rouler dans le bas de Barcelone. Donc il n'y aura pas Montjuïc, il n'y aura pas des grandes difficultés. Ça sera plutôt demain du côté de cette Vuelta. La difficulté en fait de ce parcours de Vuelta, comme vous pouvez le voir, c'est un parcours assez technique autour de Barcelone. Je vais peut-être même l'agrandir un peu. Oui, ça ne change pas grand-chose. Du côté de Barcelone, avec une première partie de course qui sera vraiment très très technique. Sur ce contre-la-montre qui est très court, seulement 14 km. Vous voyez, avec pas mal de virages, vu qu'on est dans Barcelone, on va voir pas mal de monuments, mais ce qui fait qu'on est sur un parcours en ville très technique, avec des rues qui ne seront pas toujours très larges, donc il faudra bien avoir reconnu le parcours auparavant. Et puis sur la deuxième partie, par contre, elle sera un peu moins technique, mais juste un peu moins technique, avec un dernier kilomètre qui ne sera pas simple. On va regarder tout de suite le final. J'ai le roadbook sur ce Tour d'Espagne. Vous le voyez tout de suite. Du côté de ce roadbook, eh bien, vous voyez, donc les 5 derniers kilomètres, il y aura juste avant les 5 derniers kilomètres, à 5 km 200, un premier virage sur la droite, puis un virage sur la gauche, auquel il faudra faire attention, parce que ce sont deux virages à 90. Encore une belle ligne droite qui durera 1 km. Et là, pendant 500 mètres, ça va être technique, avec un premier virage sur la droite, puis deux virages sur la gauche. Le premier, vous voyez, est 150 degrés, donc très ouvert. Le deuxième qui se referme légèrement sur la fin, avant, aux alentours de 3 km de l'arrivée, un nouveau virage sur la droite. Ensuite, pendant 2 km, on a une magnifique ligne droite. Et puis le final, comme vous pouvez le voir, à environ 700 mètres, 800-700 mètres de l'arrivée, on va avoir un virage assez technique à prendre qui se referme sur la gauche. Et puis il y aura également un pif-paf, donc c'est un rond-point. Ça, c'est à 250 mètres de l'arrivée, grand max. Du côté, oui, même, ouais, à ce niveau-là, donc vraiment grand max. Avec un pif-paf, donc il faudra prendre, en fait, contourner un rond-point. Donc c'est droite, gauche, droite pour finir avec cette étape. Donc vous voyez, c'est un petit peu technique quand même sur la fin. Là, on voit vraiment ce dernier kilomètre plus en détail sur ce deuxième plan. Et vous voyez donc ce gros rond-point qu'il faudra contourner pour ensuite finir ce contre-la-montre du côté de Barcelone. Alors du côté de la Vuelta, c'est pas la première fois qu'on arrive à Barcelone, mais la dernière fois c'était en 2012, victoire de Philippe Gilbert sur l'étape numéro 9. On a eu également une arrivée d'étape sur le Tour de France, on s'en souvient, c'était en 2009 avec Tourusoft, un sprint en bosse à côté de la Sagrada Familia. Et le lendemain, c'était l'étape qui partait de Barcelone, qui arrivait à Andorre-Arcalís. Sur le Tour de Catalogne, par contre, c'est une arrivée classique, notamment cette année avec la victoire de Remco Evenepoel. Mais dans ce cas-là, on passe Montjuïc, que par cette partie-là de Barcelone. Donc ça sera plus intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé pour l'étape de demain. Du côté de la météo, ça va pas être fameux sur cette étape, avec des risques d'orage qui sont assez importants. Un temps orageux, un risque de pluie entre 40 et 50%. J'ai regardé sur la chaîne météo, vraiment aux heures de départ de ce contre-la-montre, on sera vraiment dans les heures où où il y a le plus de risques d'orage. Alors 40-50% de pluie, ça veut dire quand même une chance sur deux que la route soit humide, donc il va falloir faire attention, parce que si la route va être humide, ça va être vraiment un contre-la-montre par équipe très difficile. 28 degrés, encore une fois, c'est plutôt une température intéressante, mais avec un temps qui sera lourd, donc on peut parfois avoir la machine qui s'enraye avec un corps qui va avoir du mal à réguler la température, parce qu'on a parfois du mal à transpirer quand il y a pas mal d'humidité dans l'air. Un vent de sud entre 10 et 35 km/h en rafale qui sera en majorité de côté sur ce parcours. Vent qui vient de la mer. Et puis on est assez proche de l'eau, donc le vent qui pourrait être un petit peu plus fort que ce qui est indiqué
par les informations météo sur place, notamment sur la première partie de parcours. On sera très proche de la mer. Du côté de la stratégie, moi je pense qu'il va falloir... La clé, ça va être de garder de la cohésion d'équipe dans la première partie de parcours. Il va falloir garder de la cohésion d'équipe. Ce qui va être très difficile vu le nombre de virages qu'on va enchaîner. Donc ça va pas être facile. On aura besoin de main-d'œuvre sur les longues lignes droites sur la fin de course. Donc c'est là où on aura besoin. Et c'est là ça sera une force d'être 1 de plus, 2 de plus par rapport à la concurrence. Donc il faut vraiment être, je pense, très groupé dans la première partie de parcours pour ensuite pouvoir mettre du rythme juste avant le deuxième point intermédiaire, enfin juste avant le premier point, parce qu'il y a un seul point intermédiaire. Et puis avoir un sprint peut être intéressant, avoir un sprinter peut être intéressant dans la première partie de parcours, même s'il ne doit pas larguer ses coéquipiers aussi, mais ça peut être intéressant d'avoir des coureurs qui maîtrisent très très bien les trajectoires et puis avoir fait bien entendu des entraînements avant dans la semaine ou la semaine précédente. C'est toujours un plus pour les coureurs en termes d'organisation, de savoir qu'est-ce qu'on fait si le leader crève, de savoir qu'est-ce qu'on fait si notre meilleur coureur en contre-la-montre crève. Ça, voilà, c'est des choses qu'il faut avoir prévues en amont. Donc le briefing avant ce chrono par équipe est très important. Un mauvais chrono par équipe sera si on est déjà au-delà de 45-50 secondes, parce que 14 km ça reste court. Ça veut dire qu'on n'aura pas été très bon et ça veut dire qu'il faudra déjà reprendre du temps sur les premières étapes de ce Tour d'Espagne. Du côté des favoris, la Jumbo-Visma, parce que quand on regarde sur le papier, Roglic, Vingegaard, c'est déjà du costaud, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points faibles dans cette équipe, qu'on a aussi Van Baarle, qu'on a aussi Tratnik. Donc c'est une équipe qui est très intéressante, que Sepp Kuss, quand il veut, il est capable de faire des bons chronos aussi. Donc ça va être une équipe auquel il faudra faire attention. UAE, parce que là encore on est sur le même principe. Almeida, Ayuso, des très bons rouleurs. On sait que c'est des coureurs qui savent faire. Et puis que là aussi, chez UAE, quand on regarde la start list, je ne sais plus si je l'ai gardé à l'écran, la start list qui est prévue pour le moment, eh bien, vous avez Molano qui est un sprinter qui va, je pense, prendre les bonnes trajectoires. Vous avez Jevine également qui s'est bien roulé. Le point faible, c'est Marc Solé, je dirais, dans cette équipe. Et peut-être un petit peu Nova qui est encore, il faudra voir. Troisième équipe, c'est Ineos. Là encore, Geraint Thomas, Arensman, Bernal, on s'est roulé. Vous rajoutez à ça Castrovero de plus, Philippe Ogana. Normalement, ça devrait bien se passer du côté d'Ineos. Et donc, pour moi, la grosse cote, c'est Soudal Quick-Step. Parce que si Soudal Quick-Step arrive à être au niveau des 3 équipes que je viens de citer précédemment, ça veut dire que l'équipe n'est pas si mauvaise que ça. Vous avez Jan Hirt et Cataneo. Mais vous avez aussi Vervaeke qui n'est pas le meilleur dans le chrono. Alors Badjoli il est capable de faire des bonnes relances, mais James Knox, je pense que ça va être compliqué aussi. Donc je pense que du côté de la Soudal Quick-Step, on va perdre du temps. Mais si on arrive à être au niveau de Ineos ou de UAE Jumbo, ça pourrait être très intéressant pour savoir la solidité de cette équipe. Alors on verra ça demain du côté du programme télé. Le premier départ sera à 19h pour une dernière arrivée prévue par les organisateurs à 20h45 avec une particularité également, j'ai oublié de le préciser, mais normalement, si ça n'a pas changé, le temps ne sera pas pris sur le 4e coureur mais sur le 5e coureur. Donc quand je parlais de cohésion en termes de stratégie, on aura moins le droit de perte de coureurs dans les derniers kilomètres, donc il faudra faire attention, surtout dans les équipes où on a un coureur qui est très fort et d'autres coureurs qui sont un petit peu plus faibles. Donc Eurosport 1, premier départ 19h, dernier départ 20h45. Donc l'athlétisme sera sur Eurosport 2 pour ceux qui veulent suivre les championnats du monde du côté de Budapest. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Nous, on se retrouve donc 21h pour le débrief sur TikTok. Et puis, allez, on va se dire 21h30, 21h45 sur YouTube. Le débrief sera très court sur cette première étape où on analysera les chronos de ce contre-la-montre du côté de cette première étape à Barcelone.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!